Bienvenue dans Âme et Soma, le podcast dans lequel on va parler de spiritualité et de développement personnel comme tu en as peut-être encore jamais entendu parler. Mon nom c'est Clotilde, je suis lectrice akashique et coach somatique certifiée. Et l'invitation que j'ai pour toi ici, c'est de venir s'ouvrir au parcours de l'âme à travers l'aventure profondément humaine qui est celle de l'incarnation. Ici, on va ensemble reconnecter à notre essence avec authenticité. On va aller cultiver la curiosité de se découvrir et surtout aller trouver tout le courage d'habiter pleinement sa vérité et ce, sans compromis. Parce qu'incarner qui l'on est, c'est pas un concept, c'est un chemin vivant, un chemin sur lequel l'âme, le corps et l'esprit se rencontrent pour nous permettre d'être et de manifester pleinement notre vérité dans ce monde. Bienvenue! Hello tout le monde! Alors bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Âme et Soma. Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous parler. Ça a été un mois de novembre très chargé, pas juste pour moi, pour plusieurs d'entre nous. J'ai été en formation de partie du mois de novembre et il y a eu beaucoup de restructuration. J'ai eu besoin d'espace aussi pour placer plein de choses, notamment la plateforme Patreon. Donc, déjà d'entrée de jeu, je veux vous inviter chaleureusement à rejoindre la communauté Patreon qui, pour moi, est, je vais dire, la manifestation là, de cette vision-là que j'ai de vraiment créer une communauté de lumière, de ce que j'appelle, en fait, pilier de lumière depuis le début le début de mon entreprise. Je pense que ma page Facebook qui s'appelle Pilier de lumière, je l'ai créée en 2017 ou 2018, si je ne me trompe pas. J'ai toujours eu cette vision de rassembler des gens qui ont envie de s'élever en conscience. Puis j'ai le goût de dire de s'élever en conscience et de le faire en conscience. C'est-à-dire que pour moi, de marcher ce chemin-là d'évolution en conscience, bien, c'est un chemin qui nous demande du courage, de la force, qui nous demande d'avoir cette espèce d'audace-là, je pense, d'aller se rencontrer au-delà de nos masques, de vivre aussi notre propre processus d'une manière qui est authentique. Donc, pour moi, c'est un peu comme ce que Carl Jung disait, j'allais dire pour moi, mais je me rattache beaucoup aux enseignements de Carl Jung. Et d'ailleurs, ça va faire partie du sujet aujourd'hui. Mais Carl Jung disait, on ne peut pas trouver la lumière par la lumière, on peut seulement trouver la lumière en passant par l'ombre. Et pour moi, les piliers de lumière, c'est ça, c'est des gens qui choisissent d'évoluer en conscience, mais pour le faire, qui osent aller se rencontrer. Et cette vision-là d'avoir une communauté, a toujours été présente pour moi. Et dans je dirais la dernière année et demie, je ne suis pas la seule à le dire, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le domaine qui le disent, c'est comme si nos communautés sur les réseaux sociaux se sont un peu effritées avec les années parce que il y a tellement de contenu, il y a tellement de bruit, il y a tellement de gens maintenant, tellement de messages, tout le monde a quelque chose à partager sur les réseaux sociaux, ce qui fait en sorte que nos messages sont de plus en plus dilués. Donc là, malgré le fait que j'ai une belle communauté Facebook, un groupe qui est relativement nombreux, j'ai observé que dans les derniers mois, c'est comme si l'engagement baisse de plus en plus. Donc, ceci me préoccupait, mais je vous dirais que j'ai aussi, comment je pourrais expliquer ça? Aussi le désir de nous réunir dans un espace qui est sécuritaire. Un espace qui est énergétiquement aussi est comme un petit peu protégé. Puis, c'est comme si dans les derniers mois, là, j'ai constaté que c'est plus sur les réseaux sociaux qu'on est capable d'avoir ces espaces-là qui sont très protégés, très surveillés. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise, à la manière dont on parle. Puis moi, je ne suis pas très à l'aise d'évoluer dans ce contexte-là. Fait que toujours est-il qu'il y a eu ce concours de circonstances de, oui, désir d'avoir de la communauté, remarquer que ça se dilue sur les réseaux, en même temps trouver que c'est plus nécessairement un contenant qui est, je ne veux pas dire qu'il n'est pas sécuritaire, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. On est surveillé. On va dire ça comme ça, on est surveillé sur les réseaux. Puis, j'ai pas envie j'ai pas envie d'être dans cette dynamique-là. Donc, la communauté Patreon est arrivée vraiment
toute cette réflexion-là comme étant finalement la réponse à ce que je cherche. Donc, je veux vous inviter aujourd'hui à venir nous rejoindre si vous avez envie de faire partie de cette communauté-là. Il y a un abonnement qui est gratuit, donc vous avez déjà accès à beaucoup de contenu gratuitement sur le Patreon. Et si vous avez envie de vous joindre à la communauté donc dans laquelle je partage des canalisations akashiques à toutes les semaines, des guidances une fois par mois. Il y a beaucoup de pratiques d'intégration aussi qui sont proposées. Donc, si jamais vous avez envie de vous joindre, il y a un abonnement payant qui vous est offert. Alors, l'invitation est lancée. Venez nous rejoindre. C'est une communauté où on se rassemble, on se supporte, on se soutient, on évolue, on marche le même chemin de conscience ensemble. Donc, ceci étant dit, bienvenue dans cet épisode. Désolée de l'intro qui a duré 5 minutes, mais ça me tient vraiment à cœur, donc je voulais vous en parler. Épisode d'aujourd'hui qui est un peu la deuxième partie de l'épisode précédent qui parlait de burn-out spirituel, qui pour moi est un peu cette espèce d'écœurantite aiguë de la spiritualité, du fait que j'ai remarqué dans les dernières années qu'il y a souvent des gens qui vont tourner le dos à la spiritualité parce qu'ils sont déçus, ils sont épuisés d'avoir essayé plein de trucs dans le domaine spirituel, que les gens avaient vraiment un désir de changement, d'évolution, de transformation, puis ils ont été extrêmement déçus par les démarches qu'ils ont suivies, par les programmes peut-être qu'ils ont faits, par les pratiques qu'ils ont essayé de mettre en place. Et dans le premier épisode, je vous ai expliqué que pour moi, cette espèce d'épuisement ou d'écœurantie de la spiritualité vient d'une mauvaise compréhension de qu'est-ce que c'est que la spiritualité. Donc, en bref, ce que j'ai résumé dans le dernier épisode, c'était 3 pièges qui, justement, peuvent faire en sorte qu'on va s'écœurer, on va s'épuiser de la spiritualité. Le premier piège étant qu'on a confondu spiritualité et bien-être. Alors ça, c'est un très, très grand piège dans notre société. On a confondu spiritualité et bien-être, on a mêlé les deux ensemble, et là, on rentre dans un cheminement spirituel qui nous amène à nous rencontrer, à être inconfortable. Et là, on se dit, il me semble que c'est pas pour ça que j'ai signé. Il me semble que ça me fait me questionner, je me sens pas nécessairement mieux. Cette belle promesse-là de bien-être, ben c'est pas ça que j'ai rencontré. Donc, ça peut être une raison pour laquelle on tourne le dos à la spiritualité parce qu'on pensait que c'était pour le bien-être, mais c'est pas ça la spiritualité, c'est d'aller se rencontrer. Donc, ça implique d'aller enlever des masques puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe en dessous réellement. Ça, c'était le premier piège. Le deuxième piège, c'est quoi? C'est aussi toutes les promesses finalement qu'on nous a faites par rapport à la spiritualité où on nous a vendu l'idée que certaines pratiques amèneraient un résultat. Si vous faites telle pratique, le cœur va s'ouvrir. Si vous faites telle pratique, vous allez reprogrammer votre bagage transgénérationnel depuis 1432. Si vous faites telle pratique, vous allez manifester l'abondance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Des fois, il n'y a pas de résultat. Ça, là, puis j'ai eu une grosse réalisation par rapport à ça en fin de semaine, ce piège-là, il est vraiment terrible. Parce qu'encore une fois, c'est une mauvaise compréhension de qu'est-ce que c'est qu'un chemin spirituel. Donc, un chemin spirituel, c'est un chemin dans lequel on se rencontre pour faire du sens sur qui on est, sur le monde dans lequel on vit, sur notre relation par rapport à nous-mêmes, aux autres, au monde. Et c'est surtout pas un cheminement qui peut nous garantir des résultats. C'est un cheminement qui nous amène à quoi? À nous connaître toujours de plus en plus. C'est ça la spiritualité. Donc, c'est impossible de dire, telle pratique va produire tel résultat, parce que même à la base, là, dans le fondement même des pratiques spirituelles, ce qu'on cherche, c'est de se connaître toujours de plus en plus. Donc, l'objectif de la spiritualité, ce n'est pas un résultat précis. L'objectif, c'est de vivre une expérience qui nous permet d'être toujours de plus en plus en contact avec qui on est. Fait que s'il y a une seule promesse que la spiritualité peut faire, là, c'est que ça va vous permettre de vous découvrir, d'en apprendre sur vous de plus en plus. Donc, ce piège-là de croire que telle pratique va amener un résultat, là, je pense que c'est le pire mensonge. C'est le pire mensonge du domaine spirituel parce que la réalité, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe.
La pratique est là pour créer une expérience de contact à nous-mêmes qui va nous permettre d'apprendre de plus en plus qui on est, au-delà de ce qu'on croyait être. Parce que c'est ça finalement, c'est d'enlever les illusions, d'enlever toutes les peurs, tout ce qui nous voile de qui nous sommes, de notre essence véritable. Donc ça, c'est un gros, gros piège. Puis comme je vous dis, j'ai eu une grosse réalisation par rapport à ça récemment. Parce que quand vous comprenez là, que c'est un cheminement dans lequel vous vous découvrez de plus en plus, c'est un processus d'exploration, vous comprenez qu'il n'y a pas de destination. Donc, on ne peut pas être déçu si on n'a pas un résultat précis parce qu'on comprend que c'est simplement une voie d'exploration pour se connaître davantage, tout le temps de plus en plus. Puis ça, il n'y a pas de fin à ce processus-là. Ça, c'était le deuxième grand piège. Le troisième grand piège, c'est en fait de compartimenter la spiritualité de la vie ordinaire, de penser que la spiritualité, c'est des pratiques, c'est des choses précises qu'on va vivre dans des retraites, qu'on va vivre quand on est seul. On va penser que la spiritualité, c'est de méditer, de chanter un mantra, d'intégrer telle pratique précise et on oublie que toute la vie au complet, là, c'est quelque chose de sacré. Ce qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive plus à réconcilier nos réalités. Rapidement, dans mon cheminement, ça a été, comment je peux dire, pas une préoccupation, mais un enjeu, ou en tout cas quelque chose sur lequel j'ai réfléchi beaucoup parce que moi, j'ai jamais été capable de compartimenter ma vie, de vraiment vivre ma vie spirituelle, de m'investir beaucoup, beaucoup dans ma vie spirituelle et d'avoir ma vie à côté parce que ma vie de femme, de maman, d'entrepreneur, là, moi, elle est remplie, ma vie. Donc, c'était impossible pour moi de penser que je pourrais compartimenter les deux parce que ma vie ordinaire, comme je vous dis, prend tellement de place que j'ai pas eu le choix de réfléchir, d'expérimenter, de comprendre comment est-ce que le sacré peut être finalement intégré dans tout ce que je vis. Parce que c'est trop, je pense que c'est trop souffrant de croire que pour être spirituel, on doit comme se séparer de la vie ordinaire. Quand notre vie est pleine puis est chargée, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais pour moi, il y avait une espèce de souffrance, de sentiment d'échec profond. À chaque fois que je me disais que d'être spirituel, c'était d'aller méditer, c'était de partir en retraite, c'était de m'investir dans des pratiques, mais pour ça, ça demandait que je laisse mes enfants, que je laisse mon mari, que je laisse la maison, que je délaisse les côtés, tout ce qui touchait mon entreprise. Ça créait tout le temps une espèce de division à l'intérieur de moi qui était comme au final juste comme souffrante parce que j'étais jamais à la bonne place. Soit que j'étais trop dans la spiritualité puis pas assez avec ma famille, soit que j'étais trop dans la vie ordinaire avec ma famille à gérer mon entreprise puis j'étais pas assez dans ma spiritualité. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser entre autres aux enseignements du tantra, et là je suis en train de faire vraiment une formation pour approfondir les fondements du tantra himalayen traditionnel qui, soit dit en passant, n'a rien à voir avec ce qu'on nous enseigne en Occident sur le tantra étant vraiment axé autour de la sexualité. Là. La sexualité fait partie du tantra, mais c'est pas quelque chose de sexuel à la base. Là. C'est beaucoup plus large que ça. Puis un des fondements du tantra, c'est que tout est sacré, toute expérience de vie est sacrée et tout ce qu'on vit est finalement une opportunité d'apprendre, d'évoluer, de grandir en conscience. Donc, cet élément-là de comprendre que finalement, tout est sacré, puis la spiritualité, là, c'est partout. C'est avec vos enfants, c'est avec vos conjointes, c'est au travail, avec vos collègues, c'est quand vous allez à l'épicerie, c'est dans les choses les plus banales et ordinaires de la vie. Quand on comprend que tout est sacré, on ne vit plus cette espèce de scission intérieure-là, d'écartèlement. Là. Fait que ça, c'est important de comprendre que finalement, tout ce qu'on est amené à vivre, tout est sacré, tout est là pour notre évolution. Fait que ça, là, c'était comme les grands pièges qu'on a vus dans le dernier épisode. Et aujourd'hui, on va aborder l'autre piège qui, pour moi, est celui de ne pas miser sur l'intégration dans nos processus.
L'intégration, qu'est-ce que c'est? C'est cet espace dans lequel il y a une transformation ou un changement de perspective qui peut s'opérer sur quelque chose dont on était inconscient. Et là, comme on y a amené notre conscience, on est capable de choisir et d'agir différemment. OK? Je vais vous donner un exemple. Et juste avant de vous donner l'exemple, je veux juste mentionner ceci. Je vous ai parlé de Carl Jung en début. Carl Jung disait, tant que nous ne rendons pas l'inconscient conscient, nous continuerons d'appeler destin tout ce qui nous arrive dans la vie. Si, par exemple, vous portez la peur fondamentale d'être ridiculisé parce que peut-être que dans votre enfance, il s'est passé telle ou telle chose, on a ri de vous dans la cour d'école parce qu'un jour, vous êtes arrivé avec une paire de chaussures qui n'était pas à la mode, puis bref, ça vous a marqué. Bien, ça, votre inconscient a enregistré le fait qu'il faut toujours se fondre dans la masse, puis il ne faut pas être remarqué, parce que si on est remarqué, bien, il y a une chance qu'on soit ridiculisé, qu'on rit de nous, et quand on fait rire de soi, bien, ça fait mal. On n'est pas bien à l'intérieur, donc notre système veut nous protéger, puis se dit « No way que je m'en vais là ». Vous êtes sûr que je ne vais pas aller comme détonner ou me placer devant des gens parce qu'il y a un risque qui est trop grand que je fasse rire de moi. Mais là, vous portez ça comme peur à l'intérieur de vous, sans le savoir, parce que vous ne vous en rappelez pas. Parce qu'il y a bien des choses qu'on a vécues, et ça, c'est juste pour notre bagage de vie. Parce que là, si on rajoute en plus les mémoires du transgénérationnel et des vies antérieures là-dedans, c'est sûr qu'on n'en est pas conscient. Donc, on porte toutes sortes de mémoires. Mais là, vous, votre objectif dans la vie, là, c'est de devenir conférencière. Puis là, à chaque fois que vous arrivez, soit pour développer un projet, vous vous auto-sabotez constamment, vous n'arrivez jamais jusqu'au bout d'écrire votre conférence, d'aller la présenter à des gens, de monter sur scène, vous n'y arrivez pas. Fait que là, vous vous dites, ah, ben là, c'est parce qu'il s'est passé telle chose. Ah, finalement, vous venez à croire que c'est pas pour vous d'être conférencière, même si ça brûle à l'intérieur de vous de monter sur scène. Parce que vous n'avez jamais rendu votre inconscient conscient. C'est-à-dire que vous ne savez pas qu'est-ce qui fait en sorte que, malgré le fait qu'il y a une partie de vous qui veut vraiment le faire, vous n'avez jamais rendu conscient le fait qu'il y a aussi une partie de vous qui a la trouille, qui a la chienne et qui n'a pas envie de monter sur scène. OK? Et l'intégration, c'est quoi? C'est la capacité d'aller rencontrer qu'est-ce qui se joue réellement dans notre inconscient, parce que, soit dit en passant, on dit que c'est à peu près 95% de notre vie, de nos actions, de ce qu'on met en place, de ce qu'on projette. On dit que 95% de tout ça nous vient de notre inconscient. Inconscient étant, comme j'ai dit, expérience du passé, expérience transgénérationnelle qu'on a héritée de nos parents, nos grands-parents, etc., mais aussi de nos vies antérieures, OK? 95% de notre vie est gérée par une banque mémorielle dont on ignore l'existence. Et l'intégration, c'est quoi? C'est d'avoir fait le travail pour prendre conscience de qu'est-ce qui était là dans notre inconscient, qui guidait notre vie sans qu'on le sache. C'est d'être en conscience, c'est-à-dire qu'on l'a vu, et du moment qu'on l'a vu, on a besoin d'un temps de calibration pour se réajuster, pour être capable, la prochaine fois que la situation se présente, de faire un choix qui est différent. OK? L'intégration, là, demande du temps. Et c'est l'élément qu'on n'aime pas tellement dans notre société parce qu'on veut que ça soit rapide. Puis, il y a encore 3 petits pièges que je veux nommer par rapport à cette idée qu'on voudrait que la spiritualité, qu'il y ait une transformation rapide, durable. Ces pièges-là, comme j'ai dit, c'est que premièrement, on voudrait que ça soit rapide. Une intégration peut être rapide, mais souvent demande du temps, demande de la disponibilité. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de restructurer toutes nos structures, OK? On a besoin de remettre en place tous les morceaux qui tenaient notre fondation en place. Donc, si pendant 40, 50, 60, 70 ans, vous avez géré votre vie d'une certaine manière, puis là, vous avez pris conscience d'un mécanisme qui est là, que vous souhaitez transformer,
Pourquoi? Parce qu'il vous empêche d'avancer vers votre expansion, vers quelque chose de différent que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Bien, il y a une déstabilisation qui est là. Donc, le système a besoin d'un peu de temps pour se remettre en place. Fait que le premier piège, c'est de penser qu'il faut que ça se fasse rapidement. Puis combien de fois on voit ça sur les réseaux? Moi, j'en peux plus de voir ces transformations en 30 secondes. Je veux dire, pouvons-nous cultiver la bienveillance et l'amour de soi suffisant pour se faire le cadeau de se donner le temps qui est nécessaire pour se réajuster et se transformer, OK? Donc, l'intégration est nécessaire à la transformation. Elle permet au système de se réajuster et elle a besoin, pas toujours, c'est jamais tout noir ou tout blanc, mais elle a besoin, entre autres, de temps. Donc, la première des choses par rapport à l'intégration, offrez-vous le temps qui est nécessaire. Quand j'ai fait ma fabuleuse retraite dont je n'ai pas arrêté de vous parler au mois de juin, j'ai eu un été très relax et je sais que ça a contribué à mon intégration. Je sais pertinemment que si j'étais rentrée dans l'action au retour de la retraite, j'aurais probablement pas eu la disponibilité pour permettre à mon système, à mes structures internes de se réajuster, de s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Donc, la vitesse, attention. La deuxième des choses, c'est l'intensité. OK? L'intensité, là, ça, c'est quoi? Par où commencer? On voit encore une fois beaucoup sur les réseaux des processus où les gens crient. Là, c'est une grosse catharsis, une grosse, grosse, grosse libération émotionnelle. Et on a l'impression que pour qu'il y ait une transformation, on a besoin que ça soit intense. Et ce qui se passe, c'est que souvent, on va confondre ce qu'on appelle les breakthroughs. On va confondre ça avec un pic de dopamine. Alors, c'est juste une espèce de trip hormonal qui se produit quand c'est très, très, très intense. Mais ça ne veut pas dire que votre système a intégré ce qui s'est passé. Parce que si pendant votre breakthrough, c'est trop intense et vous surchargez votre système nerveux, le système nerveux, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va juste se déconnecter de l'expérience, mais il n'y aura pas d'intégration profonde. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que ça a été tellement intense que, comme j'ai dit, le corps sécrète beaucoup, beaucoup de dopamine. Donc, on se sent un petit peu euphorique sur le coup. On pense que, ça y est, j'ai enfin libéré le truc. Encore une fois, c'est possible, tout est possible. Mais souvent, on confond un pic de dopamine, c'est-à-dire tout d'un coup, là, ça a été très, très intense, je me suis sentie bien après. On confond un pic de dopamine avec une réelle transformation qui, elle, passe par ce processus-là, comme j'ai dit, d'intégration, qui est le réajustement interne. Ça, il faut faire attention à ça. Et l'autre chose aussi, c'est des fois de confondre la transformation avec une compréhension mentale. Donc, on le sait, les humains, on a un mental qui est très, très fort. Puis des fois, on a l'impression que parce qu'on a compris quelque chose, la transformation va se faire. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que des fois, on a compris dans notre tête, mais notre système nerveux, il ne l'a pas compris. Notre corps ne l'a pas compris. Notre champ énergétique, il ne l'a pas enregistré. Donc, la transformation ne peut pas simplement passer par une compréhension dans le mental. Et ça arrive souvent aussi. On dit: «Voyons, j'ai tout compris. Pourquoi est-ce que j'ai tout compris dans ma tête, puis que je ne vois pas de transformation ou de changement dans ma vie?» Breaking news, votre système nerveux, il n'est pas au courant. Parce que peut-être que votre système nerveux, il vit encore en 1982. Votre corps, il n'est pas au courant. Parce que votre corps, ça fait peut-être 40, 45, 50 ans qu'il fonctionne de la même manière, qu'il a les mêmes réflexes par rapport aux mêmes situations. Puis votre champ énergétique, là, ça se peut qu'il y ait encore plein d'autres mémoires là-dedans qui font en sorte que même si vous avez compris dans votre tête, ce qui va gérer vos actions-réactions, là, ben ça n'a pas changé. OK? Donc, l'intégration demande souvent du temps, demande aussi de la douceur. Fait qu'on va voir un petit peu c'est quoi vraiment l'intégration, une compréhension aussi de notre capacité à absorber la transformation par le système nerveux. Et ça nous demande aussi d'adopter une approche qui est body, mind and soul, qui n'est pas seulement j'ai compris dans ma tête, mais une approche qui va intégrer
le corps, l'énergie, le système nerveux. Donc, intégrer, ça demande finalement ces éléments-là. Ça demande pour intégrer un aspect dont on parle très peu souvent, encore une fois, mais on commence à en parler beaucoup. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'avancées qui ont été faites dans les dernières années par rapport au système nerveux. Donc, le premier élément qui est essentiel pour qu'on puisse vivre une intégration qui, elle, nous permet la transformation, bien, c'est la disponibilité de notre système nerveux. Donc, notre système nerveux, là, s'il est mobilisé sur une réponse de stress, s'il est toujours en mode vigilance, ben, il va être toujours en mode protection, puis il ne va pas dégager d'énergie qui est nécessaire pour vivre un processus de transformation. Parce que vivre un processus de transformation demande de se mettre en danger. Pour le système nerveux, tout ce qui est nouveau et différent peut être perçu comme étant un danger. Donc, un système nerveux qui est, par exemple, en hypervigilance, en réponse de stress constante, il n'y a pas d'énergie, lui, pour gérer les inconnus. L'énergie qu'il a, il va la déployer pour protéger notre système. Donc, notre système nerveux, il a besoin d'être capable de suivre le processus de la transformation. Donc, c'est important de prendre en considération, comme j'ai dit, bien, l'état de votre système nerveux. Est-ce que vous avez un système nerveux qui est surchargé, donc qui est toujours en mode stress, hypervigilance, ce qui, en passant, est le cas pour énormément de personnes, ou est-ce que votre système nerveux est comme assez résilient, assez flexible pour vous permettre d'expérimenter des nouvelles choses, d'adopter des nouvelles manières d'agir, de penser, d'être. Et la disponibilité du système nerveux va être assurée, entre autres, par le contexte dans lequel on vit notre transformation. Ce contexte-là, c'est quoi? C'est-à-dire que si vous allez dans une retraite ou un atelier, puis il n'y a rien qui fait en sorte que vous êtes confortable, vous êtes un peu méfiant des gens autour de vous, les personnes qui facilitent n'ont pas établi un contact chaleureux avec vous, vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, vous n'avez pas été bien accueilli, si vous n'avez pas le contenant dans lequel vous sentez que vous pouvez vous déposer parce que vous êtes assez en sécurité, votre système nerveux ne va pas laisser de place pour qu'il se passe une transformation parce qu'il va être trop occupé à gérer tous les paramètres inconnus autour de vous. Donc, la première des choses, c'est que le système nerveux, il faut qu'il soit disponible, puis il va se déposer dans un contexte qui est sécuritaire pour lui. Donc, l'élément de sécurité, là, c'est un élément fondamental pour qu'il y ait un processus de transformation qui puisse même commencer à s'activer à l'intérieur de vous. C'est pour ça, comme je vous dis, des fois, on a l'impression qu'on a vécu des choses très, très intenses, mais s'il n'y avait pas cet élément-là d'ouverture, de disponibilité du système nerveux, il y a plus de chances que c'est un pic de dopamine que vous avez vécu vraiment un breakthrough, ou une ouverture de conscience. Donc, on a besoin d'un contenant qui est sécuritaire. Et il faut aussi que le contenu, c'est-à-dire les pratiques, les exercices que vous allez faire, il faut que ce soit sécuritaire aussi. Il faut que ça puisse respecter la capacité de votre système nerveux à l'absorber. Cette expérience-là, je l'ai appris malgré moi. Dans une retraite que j'ai faite il y a peut-être 2 ans, où finalement, les gens ne faisaient que vivre des pics de dopamine, où on était poussé dans des espaces où on avait une peur, la peur au triple. Là. Tu sais, des fois, d'aller se rencontrer, c'est confrontant, mais il y a différents niveaux de rencontre. Puis, je peux dire que cette approche-là était particulièrement brutale et violente par rapport à la rencontre de soi. Et c'était tellement terrifiant là, qu'une fois qu'on l'avait traversé, là, c'était clairement un pic de dopamine qu'on ressentait à l'intérieur de nous et non une transformation. Parce qu'on avait eu tellement peur, ça a été tellement stressant puis traumatisant sur le coup que une fois que c'est fini, là, il y a quelque chose qui se redépose, puis l'intensité fait en sorte qu'on a eu l'impression qu'il y a eu une transformation, mais en rétrospective, c'est pas ça qui s'est passé au niveau du système nerveux. Ça a été un moment terrorisant où notre système, à un moment donné, a fait une espèce de shutdown, où est allé déconnecter, où nous a amené dans des fois dans des sphères, on a l'impression qu'on connecte à autre chose, mais en réalité, on est juste vraiment déconnecté parce que c'est tellement intense
que là, c'est comme une espèce de tour de passe-passe de notre système nerveux pour ne pas vivre ce qui est en train de se passer. Puis ça, je vous dis, je l'ai vécu, puis on a l'impression qu'il se passe de quoi sur le coup, parce que tout le monde aussi dans ces espaces-là, on a l'impression qu'ils vivent des breakthroughs, mais en réalité, c'est pas ça. On est juste venu stimuler un petit peu trop notre système nerveux qui a capoté en bon québécois, qui a viré sur le top. Donc ça, c'est pas des espaces qui sont sécuritaires, qui permettent des intégrations. Donc, on a besoin pour intégrer de la disponibilité de notre système nerveux, un contenant qui est sécuritaire, un contenu qui l'est aussi, donc un contenu qui va respecter notre capacité, la capacité de notre système nerveux. Et un des enseignements des thérapies somatiques dans les dernières années nous vient de Peter Levine. Donc, Peter Levine qui, lui, a étudié beaucoup justement la résilience du système nerveux et a accompagné beaucoup de gens qui avaient eu des chocs post-traumatiques à retrouver une qualité de vie. Et il y a un des aspects qui a été enseigné par Peter Levine qui s'appelle, en anglais, on dit titration, donc en français, l'équivalent serait la titration. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'en utilisant cette approche-là, donc on a beaucoup plus de gains et de transformations sur le long terme qu'en utilisant les approches qui sont très brutales et très violentes. Et la titration, c'est quoi? C'est d'y aller un pas à la fois, une étape à la fois. Et ce que les études de Levine nous prouvent, c'est que c'est beaucoup plus payant sur du long terme d'y aller à petite dose. Donc, c'est beaucoup plus payant d'y aller un micro-pas à la fois que de chercher la grande expérience incroyable, que vous criez, vous vous roulez par terre, vous braillez votre vie parce que vous n'avez jamais rien vécu d'aussi intense. C'est beaucoup plus payant d'y aller étape par étape parce que vous allez consolider tranquillement la capacité de votre système nerveux de se réguler. Vous allez aller chercher des acquis tranquillement. Vous allez augmenter votre résilience et votre système va être capable de cette manière-là de se sentir suffisamment sécure pour intégrer de la nouveauté et de la transformation. Donc, d'y aller petit pas à la fois, étape par étape, c'est beaucoup plus payant. Puis ça, comme j'ai dit, les études le prouvent, que de chercher quelque chose de très, très, très intense dans lequel on a juste un effet de notre système nerveux, mais on n'a pas réellement de transformation qui s'établit. Donc, l'intégration demande de prendre en considération notre système nerveux et d'y aller étape par étape. L'intégration demande aussi d'aller dans, moi, ce que j'appelle le shadow work, d'aller faire le travail de l'ombre. J'ai commencé le podcast en vous disant 95% de notre vie est gérée par notre inconscient. Puis si on veut amener une transformation, bien, on doit prendre conscience de ce qui est caché dans notre inconscient. Et le shadow work, c'est cette approche-là qui nous dit, bien, allons voir qu'est-ce qui se cache sous la couverture. Quand on veut une chose et qu'on n'y arrive pas, vous pouvez être assuré que vous avez un mécanisme à l'intérieur de vous qui ne veut pas que vous atteigniez votre objectif. Comme j'ai donné tout à l'heure, vous voulez faire une conférence, mais vous avez comme la chienne qu'on rit de vous. Il y a un mécanisme de protection à l'intérieur de vous qui va faire en sorte que vous allez tout le temps vous auto-saboter. Donc, tant et aussi longtemps qu'on ne va pas travailler dans l'ombre, qu'on ne va pas voir qu'est-ce qui se cache sous la couverture, on n'est pas capable d'amener une réelle transformation. Parce qu'entre le conscient et l'inconscient, là, qu'est-ce qui est le plus fort? L'inconscient va toujours gagner parce que le travail de l'inconscient, c'est d'assurer notre survie. Donc, de faire le travail en profondeur, faire le travail de l'ombre, c'est essentiel pour qu'il se produise une réelle intégration de la transformation et qu'on ait un changement dans notre vie. Parce que finalement, ben, c'est ça qu'on cherche. On cherche à aligner l'aspiration intérieure avec notre vie, celle qu'on crée, celle qu'on rencontre à tous les jours. Le troisième élément dont je vais vous parler par rapport à l'intégration, c'est l'importance dans ce processus d'intégrer toutes les facettes de nous. Donc, je vous ai dit, il ne suffit pas de comprendre dans le mental pour qu'il y ait une transformation qui se fasse. On doit aussi prendre en considération le corps, le système nerveux, l'énergie.
Donc, d'avoir une approche qui est holistique est essentiel. C'est là où on peut aller travailler justement sur notre structure énergétique, de faire du yoga, de travailler avec la respiration. On va aller s'intéresser à nos chakras. On peut aller aussi faire de l'hypnose. En fait, c'est tous les outils que vous pouvez aller explorer qui vont vous permettre d'intégrer toutes les facettes de vous. Bien, vous vous donnez finalement toutes les clés pour que la transformation descende de la tête et qu'elle puisse vraiment s'ancrer dans votre expérience à tous les jours. Donc, c'est important de comprendre, comme j'ai dit, qu'on a besoin d'intégrer différentes approches, puis qu'une transformation, une intégration est possible quand on prend en considération toutes les facettes de nous. Et ça, on n'est pas très bon en Occident pour ça. On a tellement tout séparé. On a séparé le mental, le corps physique, la santé, la nutrition. On a tout compartimenté. Mais en Orient, ça fait longtemps qu'on a compris qu'un humain, c'est plein de facettes, c'est beaucoup de choses. Donc, body, mind and soul, d'intégrer différentes approches, intégrer le corps aussi beaucoup. Moi, ça fait partie de mes explorations des dernières années, de descendre dans le corps, de descendre dans mon énergie pour que mon corps se sente sécure, qu'il comprenne ce qui est en train de se faire et qu'il s'actualise dans sa réalité. Comme je vous dis, si votre corps vit encore en 1982, vous avez beau essayer de changer toutes vos croyances, si votre système nerveux est encore activé comme il l'a été il y a 40 ans, c'est difficile d'apporter une réelle transformation. Donc, de body, mind and soul, d'avoir cette approche-là qui est holistique. Et le dernier élément sur lequel j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est que pour qu'il y ait intégration, pour qu'il y ait transformation, ça implique de développer des nouvelles compétences, mais ça implique aussi d'avoir des outils, OK? Ce qui veut dire qu'on doit être un minimum autonome au quotidien pour être capable de s'observer et de réagir si on observe que, malgré le fait qu'on a fait une prise de conscience ou qu'on a mis en lumière un aspect de nous qu'on veut transformer, qu'on veut voir évoluer, si on n'a pas l'outil pour s'observer et réagir quand on dévie de l'intention qu'on a émise, l'intention qu'on porte, bien, ça nous prend des outils pour être un minimum autonome, comme j'ai dit, pour se réaligner et se réajuster en cours de route. Ce qui ne veut pas dire d'être parfait. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de trébucher, de faire des essais-erreurs. Au contraire, ça fait partie du cheminement parce qu'il faut comprendre que c'est pas un point A et un point B, la transformation, c'est un continuum. Mais toujours est-il que pour moi, c'est important de comprendre qu'on a besoin d'avoir des outils qui sont concrets. Puis je crois beaucoup, moi, dans la spiritualité, puis c'est dans tout ce que je transmets, de donner des outils aux gens pour qu'ils soient outillés, qu'ils soient autonomes, qu'ils développent les compétences pour s'auto-accompagner dans leur propre processus et qu'ils n'aient pas toujours besoin d'une bouée à l'extérieur de soi. Tu sais, qu'on n'ait pas toujours besoin d'aller voir quelqu'un en lecture akashique, qu'on n'ait pas toujours besoin d'aller voir notre coach, qu'on n'ait pas toujours besoin de s'appuyer à l'extérieur de soi quand on rencontre quelque chose, mais qu'on ait aussi des outils pour s'auto-accompagner dans notre processus, pour avoir la conscience aussi de s'observer. Est-ce que je suis capable de m'observer avec justesse? Et quand je m'observe avec justesse, si je vois que je suis comme un petit peu à côté de la traque, est-ce que je suis capable minimalement de me ramener? Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres, parce que j'aurais pu rajouter, là, je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais en vous parlant, je réalise qu'on a besoin aussi, pour l'intégration et la transformation, on a besoin des autres, on a besoin de la communauté. Ça va certainement faire partie de ce que j'ai envie de partager l'année prochaine, parce qu'on a aussi cette tendance-là à trop se replier sur soi. Mais l'humain, on est programmé pour dépendre des autres, pour être en relation avec les autres. Et bien qu'on a besoin, comme j'ai dit, d'outils pour s'auto-accompagner, on a aussi besoin d'avoir des communautés puis des groupes dans lesquels on peut se déposer, à qui on peut se référer, et d'avoir des groupes aussi dans lesquels on prend notre place. Parce qu'en réalité, si on veut
incarner toujours qui on est avec de plus en plus d'authenticité, ben on le fait pas tout seul dans notre salon. On le fait dans le monde, on le fait avec les autres et d'avoir des espaces, d'avoir des communautés, de pouvoir s'intégrer dans des groupes, ça fait définitivement partie du processus de transformation parce que dans tous les cas, c'est ça aussi, pour moi, c'est le test ultime. Euh, Évoluer pour évoluer, puis rester entre quatre murs, ça veut rien dire. Mais évoluer pour prendre sa place, se sentir en sécurité d'être soi et prendre sa place dans le monde, pour moi, ça, c'est le véritable test de la transformation. Donc, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, inspiré, peut-être allumé certaines choses aussi. Toujours très intéressée d'avoir vos commentaires, vos feedbacks. N'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a parlé aujourd'hui, puis si vous pensez que ça pourrait être pertinent pour d'autres personnes autour de vous. C'est toujours avec les recommandations, les partages, en donnant aussi un 5 étoiles à l'épisode, bien, que ce travail-là peut rayonner et rejoindre de plus en plus de gens qui ont envie, comme j'ai dit au début, de s'élever en conscience, mais de s'élever en conscience en marchant ce chemin-là d'authenticité, de retour à soi. Alors, je vous laisse là-dessus. Ouais, je vous laisse là-dessus. C'est tout ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.